Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau live, le premier de la rentrée donc du 11 septembre, date d'autant plus intéressante que c'est un 11 et 11 est un chiffre particulièrement intéressant puisque c'est un des chiffres architecturaux de la numérologie au même titre que le 22. C'est un des chiffres parfaits. En tout cas, bon, on reviendra peut-être un jour là-dessus. Voilà, mais j'aime bien les chiffres en 11 et en 22. Vous avez remarqué d'ailleurs que je poste souvent à 11h11, parce qu'11 plus 11 font 22. Bon, comprendront ceux qui comprendront, et les autres, vous pourrez tout chercher la symbolique du chiffre 11. Alors, aujourd'hui, un live comme particulier, comme j'allais dire presque chaque fois, toujours des lives particuliers, uniques et exclusifs, où on va aborder un thème assez intéressant, pour pas dire assez passionnant, qui va être un petit peu le complémentaire du thème de la fois précédente, qui est de comment détecter les menteurs, comment détecter les manipulateurs et donc comment détecter les pervers narcissiques. Et bien évidemment, je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer et vous dire que vous auriez bien aimé savoir à l'avance comment détecter ces gens. Eh bien, je vais vous donner quelques éléments, même beaucoup d'éléments aujourd'hui, qui peuvent s'appliquer aussi bien à vos ex, à vos partenaires actuels, à vos enfants, à vos parents, à vos collaborateurs, à vos collaboratrices supérieures, etc., etc. Parce que ça va vraiment servir à tout, en vous donnant des gros principes qui vont avoir pour but que ça soit utile, pour vous dès maintenant, c'est-à-dire que pendant le live et même juste après, vous serez capable déjà de faire quelques expériences de détection de mensonges. J'espère que vous avez bien travaillé sur votre empathie parce qu'on pourrait presque dire que ce live est un peu la continuité du live sur l'empathie de la fois précédente. Voilà. J'espère que vous avez bien fait vos bulles parce que c'est nécessaire de plus en plus parce que on peut dire que très clairement, de plus en plus, on ressent des énergies, j'aime pas trop le terme énergie, mais on peut l'employer dans ce cadre-là, des énergies, des vibrations de moins en moins agréables de la part de plus en plus de gens. On va dire aussi, ça c'est pour les élèves, et donc les élèves en formation, euh, que les plans bavent de plus en plus et qu'on se retrouve avec de plus en plus de flux qui interfèrent avec notre matérialité ici. Et ça, bon, on y reviendra un peu plus dans le groupe, parce que, comme vous le savez, je l'ai déjà annoncé la fois précédente, on est en train de créer le groupe, un groupe qui est sur le Facebook de la formation, donc celui sur lequel vous avez la chance de regarder ce live. C'est un groupe qui est ouvert à toutes et à tous ceux qui sont intéressés, sincères dans leur démarche. C'est un groupe où je mettrai plus les méthodes et les dossiers que je publie souvent le vendredi, je vois plutôt tendance à les placer là maintenant. Alors, très clairement, ce groupe, j'ai commencé à faire des inscriptions, j'en ai validé encore aujourd'hui, mais il n'a pas vraiment démarré à proprement parler. J'ai pas encore vraiment pris le temps de plonger dans la manière dont tous ces groupes Facebook fonctionnent. Alors laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Ne vous attendez pas à ce que dès le premier jour il y ait 15 tonnes de postes. Non, on va y aller doucement. Il faut que je commence à voir un petit peu comment fonctionne cette notion de groupe. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, dès ce soir, et au fil des jours dans la semaine, je validerai votre candidature, d'autant plus que je vous ai vu poster ou être présent régulièrement sur le Facebook. Voilà, je favoriserai en premier les gens que je vois régulièrement aimer, poster, intervenir. Enfin voilà, les gens qui font partie de notre petit groupe, même si ce n'est pas encore un groupe. Voilà, les fans et les fidèles du mentalisme, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un groupe gigantesque avec 10 000 personnes inintéressantes et inintéressées, c'est surtout d'avoir un petit groupe avec des gens sincères, intéressés, qui veulent évoluer dans le mentalisme originel, qui, je vous rappelle, est le mentalisme des origines, comme le nom originel le signale. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Plein de choses. Oui. Ah, très intéressant. J'ai eu plusieurs questions et plusieurs personnes m'ont questionné par rapport à l'empathie. La question globalement qui revenait était comment est-ce qu'on transforme l'empathie
qu'on a exploré la fois précédente sur le live qui était le live de fin août et qui est encore disponible et qui le sera, j'espère, longtemps, disponible sur Facebook. Il va être aussi, j'espère, disponible bientôt sur la chaîne YouTube de la formation que je vous conseille d'aller voir parce qu'on va y mettre de plus en plus de choses. Donc abonnez-vous directement à la chaîne parce que peut-être que les lives maintenant ne seront plus que sur la chaîne YouTube pour une raison des raisons pratiques, on va dire. Voilà. Donc une question qui est revenue de manière redondante et permanente, c'est comment est-ce qu'on passe de l'empathie subie à l'empathie maîtrisée, parce qu'on a vu la fois précédente que l'empathie était vraiment la plus grande des capacités, qu'au lieu de dire télépathie, on devrait dire téléempathie. Donc, l'empathie, capacité naturelle, est une capacité que l'on subit et qui est faite pour être subie. Parce que si elle était si facilement maîtrisable, elle perdrait tout son intérêt, comme on a vu déjà par rapport aux animaux qui étaient empathiques pour pouvoir se protéger. Donc, il faut forcément que cette capacité soit non maîtrisable, du moins non maîtrisable naturellement. C'est pour ça que vous avez tant de mal à vous en débarrasser, pour ceux qui veulent s'en débarrasser, mais vous ne vous débarrasserez jamais de votre empathie. Plus vous allez travailler à vous éloigner, je dirais, de gens qui vous chargent, plus vous allez devenir sensible. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Il y a vraiment une méthode en plusieurs phases qui va passer par 4, 5, 6 phases. C'est un petit peu long à décrire là sur le live, mais je pense que je vais la mettre assez rapidement sur le groupe dans un post parce que je suis en train de la rédiger pour le nouveau bouquin et donc elle est rédigée, ce qui fait que bon, le temps que je corrige, que j'arrange quelques petites phrases, et d'ici à quelques jours ou dans la semaine, j'espère, j'aurai mis ça sur le groupe dans un post sur comment arriver en plusieurs étapes à maîtriser son empathie, parce que dites-vous que c'est la plus grande des capacités que vous pouvez avoir, l'empathie, qui, je rappelle, est la capacité de percevoir à distance l'expérience psychophysiologique de l'autre. Les empathes sont ces gens qui absorbent comme des éponges. Voilà. Donc c'est maîtrisable. Attention, c'est du travail. Plus vous êtes empathe, plus ce sera du travail. Ne croyez pas que ça va se faire comme ça d'un coup de cuillère à peau. C'est pas compliqué, mais ça va vous demander du travail. Ah, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça se fait très bien, et quand vous maîtriserez votre empathie, vous aurez vraiment accès à la plus grande puissance que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, on va clôturer sur l'empathie parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était quand même une question qui est revenue aussi bien dans vos commentaires que surtout dans vos messages privés. Voilà. Il y avait aussi d'autres questions sur les origines du mentalisme et les origines du mot mentalisme, parce que vous entendez à peu près n'importe quoi de la part de pitres et d'abrutis finis qui vont vous raconter que le mentalisme est ancestral. Non, le mentalisme n'est pas ancestral. Le mot mentalisme est apparu dans les années 1720 ou 1740, et je défie tous ces abrutis qui vont me dire que le mentalisme est relié à des traités de magie que l'on trouvait dans les années 1500, 1600, avec un illustre italien qui publiait des tours de cartes, Giacomo, je ne sais plus comment. Non, le mot mentalisme n'était pas employé. Le mot mentalisme n'a commencé à exister que dans les écrits de Cathy Magara, Macaulay. Et vous avez des références sur le Facebook, sur le post historique du mentalisme. Sinon, je le remettrai dans le groupe. Le mot mentalisme n'a pas existé avant les années 1720-1740, et le développement personnel en Occident n'existait pas sous une forme accessible au public avant 1780, 1760, 1780 au plus tôt. Avant, on était cramé. Donc, on ne pouvait pas en faire longtemps. On ne pouvait pas longtemps faire des stages de développement personnel parce qu'ils étaient cramés, ils étaient sur le bûcher ou ils étaient noyés après avoir été gentiment torturés, histoire de faire passer le temps. Donc, on arrête les délires. Le mentalisme, certes, les capacités existaient. Certes, il y avait une forme de développement personnel, mais qui était ésotérique et que l'on retrouvait dans l'alchimie, le grand œuvre, mais en aucun cas le mentalisme en tant que tel n'existait. Cette école philosophique est arrivée qu'à partir des années 1740. Et c'est assez difficile pour les linguistes de dater, tout simplement parce qu'on peut trouver la première date à laquelle on a vu le mot écrit dans un livre, ça c'est faisable. Mais par contre, le premier moment où le mot est apparu dans le langage, c'est impossible parce que ça a resté de l'oral. Mais en général, on sait, expérience de linguiste parlant, enfin les linguistes que j'ai consultés pour cette question-là, m'ont dit qu'il fallait à l'époque compter à peu près une vingtaine d'années, 20-30 ans, pour qu'un mot qui soit dans le langage courant, nouveau, en arrive à être utilisé dans les livres, puisque
Magrab, non, Cathy Magrab, n'a pas inventé le mot, elle y faisait référence dans les lettres de l'éducation. Voilà. Et elle se rapportait à Pythagore, à Socrate et à l'éducation grecque des enfants, ainsi que l'éducation romaine, qui était beaucoup plus holistique. Et elle montrait comment on séparait le matérialisme d'un côté, de ceux qui ne voyaient que la matière, avec ceux qui étaient sensibles au subtil et à ce qui était invisible, qu'on a appelé les mentalistes, qui en quelque part s'opposaient aux matérialistes dans l'éducation. Donc, soit une éducation très terre, très matière, ou une éducation qui prenait aussi en compte tout ce qui était, je dirais, de l'ordre de l'invisible et du subtil. Et c'est cette différence qu'elle fait, et c'est cette différence qui va rester jusque dans les années 1900, avant que ce soit totalement parasité par des magiciens et autres styles d'engeance. Voilà. Et qui, j'ai rien contre, mais qu'on soit bien d'accord, je vous dis, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine, mais le mot a été totalement parasité et tordu. Et vous trouverez encore là des gens lisaient un justement qui m'a bien fait marrer, qui disait que le mentalisme c'était des tours de cartes. La preuve, il y avait des tours de cartes en 1500. Voilà. Vous voyez l'idée, on dit le mentalisme c'est des tours de cartes, la preuve il y a des tours de cartes en 1500. Ah oui, mais c'était des tours de cartes, c'était 1600 quelques. C'était pas du mentalisme. Le mentalisme, je dis le mot mentis, c'est arrivé dans les années 1720, 1730. On peut pas le dater exactement. Et je défie qui que ce soit, gentiment, on l'entende bien, j'ai fait qu'il soit de me trouver des ouvrages ou des références écrites où le mot mentalisme est employé avant cette époque-là. J'ai fait la Bibliothèque nationale de France, j'ai eu plusieurs amis et collègues aux États-Unis qui ont travaillé sur le projet quand j'ai décidé de me bouger pour trouver l'historique du mot mentalisme que personne n'avait été allé creuser avant 2003-2004. Il m'a fallu 10 ans quand même pour vraiment faire toutes les recherches et personne n'a trouvé quoi que ce soit avant ces dates-là. Donc, si vous avez, faites-le moi savoir, je serais ravi de vous inclure et de vous nommer comme découvreur de ça dans l'historique du mentalisme. Mais accrochez-vous, vous allez avoir à pas mal bosser, parce qu'avant 1720-1730, on ne trouve pas. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé, personne de ma connaissance n'a trouvé le mot mentalisme utilisé. Or, le concept a dû être nommé et il a été nommé mentalisme. Si le concept avait existé 200 ou 300 ans avant, référencé comme tel, on aurait trouvé un mot pour. En tout cas, le concept du mentalisme date de début 1700, mi-1700, début 1700. Voilà, avant d'être totalement parasité et violé par diverses engences que nous nommerons pas. Bon, parce que vous les connaissez de toutes les façons. Ensuite, on va revenir, je réponds un petit peu aux questions et je reviens au sujet du jour. La détection des mensonges, la détection des menteurs, la détection des pervers narcissiques, la détection des manipulateurs. Je vérifie d'abord sur ma petite liste que c'est bien par ça qu'on doit y être. Oui, j'avais noté, pensez à bien faire vos bulles de protection, pensez à travailler, ça devient de plus en plus nécessaire, ça devient de plus en plus important. Vous avez vu comment faire la fois précédente, regardez dans mes écrits, vous en trouverez, mais regardez le live, vous verrez la méthode de base. Pour les élèves, faites les bulles supérieures, parce que les gens autour de nous, je ne sais pas si on deviennent de plus en plus inquiets, stressés, agressifs, avec une fracture gigantesque entre ceux qui veulent faire évoluer les choses et ceux qui vont directement dans le mur et qui sont dans un déni absolu de l'urgence climatique, de l'urgence environnementale, et qui ferment les yeux et qui se mettent des ornières et qui deviennent de plus en plus agressifs parce qu'ils savent qu'ils sont dans le déni, c'est trop gros pour leur petite tête, ça rentre pas dans leur petite tronche, là, ils n'y arrivent pas à se rendre compte qu'on va dans le mur et qu'il y a encore des choses à faire, mais non, ils préfèrent continuer leur bonne vie en disant « Oh, ça brûle dans l'Amazonie ». Eh bien, les gars, si vous voulez que ça arrête de brûler dans l'Amazonie, vous commencez par arrêter de manger du bœuf, déjà. Parce que le bœuf, il est élevé là-bas. Et tout le soja qui représente 30% entre, je ne sais plus si c'est 17 ou 30, je l'avais noté. Je vais vous le dire, mais c'est peut-être 17% du chiffre de l'exportation au Brésil. Je ne sais plus si c'est 17 ou 30. Ouais, 17% le soja pour déforester. Et c'est pour ça qu'ils déforestent, 17% de les exportations brésiliennes. Vous voulez que ça arrête de brûler là-bas? Pas la peine de pleurnicher. On peut signer des pétitions, ok, mais les actes, vous arrêtez de manger du bœuf, non, c'est de la saloperie. Vous demandez dans les restaurants quelle est la provenance de ce que vous mangez. Dites-vous un truc, dès que vous avez de la viande pas très chère, c'est du Brésil. Le poulet, il est pourri. Le bœuf, il est pourri. Tout ce genre de bœuf, poulet pas cher dans les restos chinois, à moins que ce soit de la gastro. Demandez
c'est du Brésil. Vous voulez que la forêt amazonienne arrête de cramer, vous plaignez pas, arrêtez de manger ces saletés. Ça vous fera du bien, ça fera du bien à tout le monde, parce que de toute façon, il n'y a pas de deux solutions. On le verra tout à l'heure d'ailleurs. Si vous voulez que les choses évoluent, il faut prendre les industriels par la seule chose qui leur tient à cœur, c'est leur portefeuille. Donc, vous arrêtez d'acheter, vous consommez intelligemment, vous consommez chez les petits producteurs, vous arrêtez d'acheter toutes les merdes qui vous vendent en grande surface. Et là, vous allez voir que très, très vite, en 6 mois, il va y avoir un changement monumental. Parce que geindre, pleurer et râler pour aller après manger des produits qui sont des clients Monsanto, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Donc, pour que la forêt amazonienne arrête de brûler, parce que c'est le sujet en ce moment, un grand sujet, eh ben, il faut tenir le Brésil par son portefeuille. Et ça, c'est le poulet. Et surtout le bœuf. Voilà, donc, tout bêtement. Vous allez dans le resto, vous demandez, la votre viande, elle vient d'où? Ils sont obligés de vous le dire. C'est du Brésil? J'en veux pas. Quand les restaurateurs vont faire remonter ça à leurs clients, que les clients ne veulent plus de la viande du Brésil, vous allez voir que les choses vont bien se calmer. Votre fou furieux là-bas qui dirige le Brésil, eh ben, il va aussi se calmer parce que son porte-monnaie, les exports vont baisser très largement. Sur ce, vous voyez, comme ça je vous ai eu, parce que d'habitude je fais mon couplet environnementaliste à la fin, là je l'ai fait au début, et vous y attendiez pas. Voilà, c'était même pas dans mes petits plans. Mais c'est comme ça, voilà. Donc, revenons à la détection du mensonge. Alors, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on peut détecter le mensonge? Comment peut-on détecter le mensonge? Eh bien déjà, c'est très simple. Il y a une réponse très claire. On ne peut pas détecter le mensonge chez qui que ce soit. Pourquoi? Me demande la foule en délire. Ben, tout simplement parce que le mensonge, c'est quelque chose de très subjectif. C'est quoi le mensonge? C'est quand on dit quelque chose de faux, qu'on sait faux. Donc, un mensonge, ben, ça dépend de notre propre vision, notre propre connaissance, notre propre vision de la réalité. Donc, mettez-vous en tête qu'on ne peut pas détecter le mensonge parce que la notion de mensonge n'existe pas. La seule chose qu'on peut détecter chez un individu ou une individu lambda ou lambdate, c'est l'acte de mentir. C'est-à-dire le moment où cette personne de mauvaise foi, puisque si elle ment, c'est qu'elle est de mauvaise foi. Il y a une différence entre dire un mensonge et dire quelque chose de factuellement faux alors qu'on le croit vrai. Mentir, c'est quand volontairement, pour des raisons soit de circonstances, soit pour se protéger, soit en stratégie, on énonce ou on fait croire quelque chose de faux. Ça peut être un mensonge par omission, ça peut être un mensonge en laissant l'autre croire. On lui donne plein de pistes et on lui dit jamais le mensonge, mais on le laisse croire, on le dirige vers, on l'amène à croire que. Voilà, ça aussi c'est un mensonge, tout simplement. Donc l'acte de mentir, oui, ça c'est la seule chose qu'on peut repérer éventuellement chez une personne. L'acte d'être sincère ou l'acte d'être non sincère dans sa communication. Ce qui veut dire que si quelqu'un est persuadé, dans son souvenir, que cette veste était, je ne sais pas moi, bleu clair, et qu'il dit « Ah, j'ai vu le live de Pascal de Clermont, oh, que c'était bien. » Bien sûr, il avait une superbe veste bleu clair. Eh bien, s'il est persuadé que ma veste était bleu clair, parce qu'il a ça dans son souvenir, eh bien, il n'aura pas l'air de mentir. Pourtant, techniquement, cette veste n'est pas bleu clair. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. C'est que pour qu'on détecte l'acte de mentir, il faut que la personne ait conscience qu'elle mente. Parce que si elle pense dire la vérité, eh bien, elle ne va pas manifester involontairement de signaux qui vont montrer qu'elle est en quelque sorte en dissonance. Et là, la dissonance, c'est quoi? C'est quand une partie de lui-même n'est pas en accord avec une autre. Donc la partie qui sait des choses, qui connaît le message réel, n'est pas en accord avec la partie qui communique un message tronqué, faux, ou en nous mettant des informations importantes. Ça s'appelle une dissonance. Voilà. Il y a deux parties. On est multipartite. On sait nous-mêmes qu'on est multipartite. C'est pas qu'on est un petit ange sur une épaule, un démon sur l'autre, mais on est multipartite. On le sait. D'ailleurs, on n'a pas eu tous les mêmes comportements en social, qu'en professionnel, qu'en intime, etc., etc., etc. Donc on est toujours authentique. On a donc
plein de petites parties en nous et globalement une grosse qui règle tout. C'est vrai qu'on parlera de troubles de type schizophrénique lorsque il y a plusieurs grosses parties qui, tour à tour, prennent, pour des raisons souvent chimiques et neurotransmetteurs, prennent le dessus. Où là, effectivement, on a des dissociations, des doubles personnalités. Chose qui était travaillée pour fabriquer des agents dormants, beaucoup travaillés par le bloc soviétique à l'époque, et un peu par les Américains, qui consistait à prendre des gens et travailler sur une dissociation de caractère, de personnalité, en gros, ouvrir deux personnalités chez cet individu-là, une personnalité de monsieur et madame tout le monde, et une personnalité qui était une personnalité de tueur, c'était ça hein, à l'époque, et donc devenir un agent dormant. Donc vous aviez un monsieur et madame tout le monde qui pouvait avoir une vie normale, qui était réveillé par une lettre, par un mot, par un conditionnement, et qui réveillait sa deuxième partie de lui, qui devenait, c'est un petit peu un Dr Jekyll et Mr Hyde, et on sait qu'il existe encore des dormants. Alors, dans quelle proportion est-ce qu'ils sont réveillables? Ça dépend vraiment de la qualité du conditionnement qui a été fait il y a 20, 30, 50 ans, et de la personne elle-même. Mais la nature de dormant, de gens qui réveillent une personnalité, qui est une personnalité de tueur entraîné, qui était mis en sommeil par justement des institutions, et c'est fait à l'aide de drogues. L'hypnose ne suffit pas pour ça. Il faut utiliser des drogues hypnogènes, effectivement, et des drogues qui permettent de faire une dissociation de personnalité. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, une personne qui vous dirait quelque chose en pensant parler sincèrement, même si ce qu'elle dit n'est pas factuellement vrai, n'émettra pas les signes du mensonge, cette espèce de dissonance. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on repère quand on veut détecter le mensonge? On repère globalement ce qu'on appelle l'hypersensoriel. Et l'hypersensoriel, c'est observer, repérer dans l'écoute, dans les signes verbaux, les positions de corps, repérer ce que les autres ne repèrent pas, dans ce qu'on appelle les micro-comportements et certains macro-comportements, pour comprendre ce qu'ils ne comprennent pas encore, ou qu'ils comprendront jamais d'ailleurs. Donc, repérer, observer ce qu'ils ne peuvent pas ou ne savent pas observer, pour comprendre ce qu'ils ne comprennent pas encore, ce qui laisse la possibilité pour le comprendre éventuellement. C'est quoi? Alors les macro-comportements, macro, non pas le poisson, hein, mais macro, grand, gros. Donc c'est peut être des orientations de corps, des positions à aller venir, comme ça, des changements d'axe, voilà, des fermetures de bras, des ouvertures, des fermetures, des croisements de lignes du corps. Voilà, ça c'est des macros. Les micros, ça va être un petit rictus sur la bouche, un rougissement autour du nez, un œil qui papillonne, un petit plissement ici, le fameux relevé de narine, qui est assez souvent une manière de repérer les gens qui plaisantent, pas qui mentent, mais qui plaisantent. Voilà, souvent ils repérer, souvent ils ont un petit relevé de narine, c'est une espèce de rire intérieur retenu. Voilà. Mais ça, c'est un micro-comportement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à repérer pour repérer les menteurs. Mais déjà, la plus grosse des règles que vous devez connaître, c'est que on ne peut repérer que quelqu'un qui est en dissonance. Ce qui veut dire, au-delà du fait que s'il pense que c'est juste, il ne sera pas en dissonance, ça veut aussi dire qu'un véritable menteur professionnel, un vrai de vrai, quelqu'un qui a voué sa vie à ça, un homme politique par exemple, hein, la plupart d'ailleurs, vous ne le repérerez pas parce qu'ils se sont entraînés. Un mythomane qui raconte des choses de folie, auxquelles il croit lui-même, n'émettra pas non plus les signes du mensonge. D'accord? Donc cette dissonance-là, elle ne peut être repérée que chez des gens qui savent qu'ils mentent et qui ne sont pas des total pros du mensonge. Je vous dis, le total pro du mensonge, il est arrivé à s'auto-convaincre, quelque part. Donc à partir de là, il se met comme un programme, clac, un petit peu comme les CD qui vous mettent un programme mental pour vous aider à atteindre des états de méditation, de relaxation, de développement de vos capacités. De la même manière, un menteur professionnel va arriver à se créer un autoprogramme et clac, il bascule dans sa tête et il se met en « je crois dans ce que je dis ». D'ailleurs, beaucoup de commerciaux vous diront « je ne peux pas vendre un produit si je n'y crois pas ». C'est parce qu'ils ont repéré que lorsqu'ils ne croyaient pas à leur produit, ils avaient une sorte de dissonance et donc ils vendaient mal leurs produits. Alors que quand ils croyaient vraiment, ils aimaient leurs produits, eh bien, ils étaient sincères parce que nous sommes programmés pour repérer la sincérité ou l'insincérité. Ça, on a des programmes. Et détecter le mensonge,
Ça veut simplement dire apprendre à repérer consciemment des signaux que bien souvent, vous repérez inconsciemment. Alors, vous allez vous dire, ah, j'ai l'intuition qui ne me dit pas la vérité, ou mon petit doigt m'a dit, ou le lendemain matin, vous vous dites, mais bien sûr, c'est pas vrai son truc. Parce que vous avez repéré inconsciemment des choses, et toute la nuit, tac, 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 par exemple, ça s'est mis en place. Ou alors, pendant la discussion, inconsciemment, ça se met en place, et vous avez une espèce de pensée intuitive, c'est plus de l'intuition là, c'est de la pensée intuitive qui remonte et qui vous donne l'information, c'est vrai, c'est faux. Donc, en apprenant à détecter le mensonge, les manipulations des menteurs, des pervers narcissiques, eh ben, vous allez apprendre à conscientiser ça. En conscientisant ça, eh ben, vous allez devenir beaucoup plus efficace. Ça va vous permettre aussi de relativiser ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs. Un faux positif, c'est typiquement quelque chose que l'on va croire qui indique, on va croire que ça indique un mensonge, alors que pas du tout. Et un faux positif, c'est quand on croit que la personne dit vrai, alors que c'est faux. Et il y a des légendes urbaines comme ça qui circulent. Par exemple, le faux typique, le faux négatif, c'est-à-dire quelque chose qu'on prend comme un mensonge ou quelque chose qui nous dit attention et qui ne veut rien dire de particulier, c'est typiquement les gens qui croisent les bras et qui se mettent comme ça, par exemple, qui reculent et qui croisent les bras. Parce qu'on vous a dit, dans tous les cours de base de formation, attention, s'il ferme les bras ou il se recule, ça veut dire qu'il n'a plus confiance, qu'il se rétracte, que c'est des conneries. C'est faux. Par exemple, pour ceux qui connaissent l'anatomie de mon épaule, hein, ils savent que j'ai une épaule comme ça parce qu'un gros accident, j'ai voulu faire des sauts périlleux avec un sabre et j'ai mal atterri. Et donc, du coup, eh ben, voilà, bêtement, donc j'ai eu l'épaule qui était ici. Donc, du coup, elle me fait mal régulièrement. Ce qui veut dire que souvent en formation, ou en consultation, ou en discussion, je vais croiser mes bras comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec ce bras-là, je vais un petit peu, ou là, je vais remonter mon épaule. Donc, je vais soulager ma douleur. Mais ça ne veut pas du tout dire que je ne suis pas en accord avec. Non, ça veut dire que j'ai mal à l'épaule et que comme je ne veux pas que la douleur me dérange dans mon écoute, eh ben, je vais me soulager. Par exemple, si quelqu'un dort mal, eh ben, il va avoir mal au dos. Et comme il va avoir mal au dos, eh ben, il va se positionner comme ça pour soulager son dos. Ce n'est pas du tout qu'il a pris du recul, c'est simplement qu'il a mal au dos. Donc, les gestes d'une personne peuvent être extrêmement environnementaux. On appellera ça, pour cela, les faux négatifs. C'est-à-dire qu'on pense que c'est pas bon, que c'est quelque chose qui dit non, alors que pas du tout. Un autre faux négatif très connu, c'est celui-là. On vous lirait partout dans les bouquins. Il se touche le nez, ça veut dire qu'il ment. Moi, j'ai vu plein de gens se toucher le nez et pas mentir, et plein de gens qui mentaient sans se toucher le nez. Voilà. Alors, je vais le dire aussi encore, je casse un mythe. Tous les énormes livres où il y a marqué lisez dans vos clients un livre ouvert, etc., 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 c'est des livres qui sont extraordinaires et qui sont fabuleux parce que le contenu rend vraiment riche ceux qui les écrivent. Par contre, vous, ça vous apporte rien. Il n'y a pas de geste universel. Chaque geste correspond à chaque personne. Et chaque personne aura sa manière d'indiquer son mensonge. Et c'est quoi ces gestes? C'est simplement qu'à un moment, elle ne sera plus positionnée dans ses micros et ses macro comportements, entre autres de la même manière. Ça peut être la voix qui va monter beaucoup plus haut. Par exemple, quelqu'un qui est inquiet va avoir la voix qui va passer ici. Bon, moi je suis un auditif, donc j'ai une voix qui est très centrée ici. Si j'étais un kinesthésique, je serais tout le temps en train de bien me positionner. J'aurais une voix qui serait déjà à un rythme plus lent, qui serait dans mon abdominal. On dit ventral, mais le vrai terme c'est respiration abdominale. Voilà. Ici, moi, je suis plutôt un auditif, donc j'ai une respiration dite thoracique. À la différence d'un visuel avec une voix beaucoup plus haute qui a une respiration plus claviculaire. Donc, quelqu'un qui d'un seul coup passe en respiration un cran plus haut, c'est comme ça qui parle plus vite, ben, ça montre qu'il y a un changement. Il va vous falloir interpréter ce changement. Est-il stressé? Est-il pressé? A-t-il peur ou a-t-elle peur que vous la coupiez? Hein? Ça peut être une question. Mais ce qu'on va repérer dans le mensonge, finalement, c'est la différence entre l'état de la personne quand elle parle normalement et qu'elle dit des choses que l'on sait vraies, et quand d'un seul coup, il y a des changements. Dites-vous que comportementalement parlant, dès qu'il y a des changements,
Ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de la personne. Ça veut dire que son émotion, que son état interne change. Pourquoi change-t-il? C'est pas forcément parce qu'elle ment. Ça peut être parce qu'elle est émue, parce qu'elle est pressée, parce qu'elle veut tout dire, parce que. Mais on apprend à repérer les changements comportementaux. Rappelez-vous, la détection de mensonges ici dont on parle ce soir, c'est vraiment du pur hypersensoriel. Donc, ce que vous devez vous rappeler, c'est que vous allez chercher dans votre interlocuteur des moments où, par rapport à des phrases importantes, il a vraiment des changements. Changements, on va en repérer quelques-uns tout à l'heure. Je vais vous donner une petite liste. Je vous la remettrai, je pense, sur le groupe. Clac, ça change. Il y a des choses qui varient. Donc, à partir de là, on peut se dire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais ça va être à vous d'apprendre à calibrer, c'est-à-dire à comprendre. Hein, et pas vous contenter de dire « Ah, il a bougé, il ment ». Donc, on était sur les faux négatifs. Les faux négatifs, c'est ça. C'est vrai, il se touche le nez. Voilà. C'est, il croise les bras, il se met en arrière. Bon, ça peut être très contextuel. Et maintenant, vous allez avoir les faux positifs, bien évidemment, qui vont vous faire penser que la personne dit vrai. Alors, deux faux positifs très typiques, ça se trouve au niveau de vos yeux. Première chose, on pense que lorsqu'une personne est intéressée, il a la pupille ou elle a la pupille qui se dilate. C'est vrai, mais c'est contrôlable. Contrairement à ce qu'on peut penser, la pupille est un muscle, comme tous les muscles, tout ce type de muscle-là, ça se contrôle. Moi, j'ai une très mauvaise vue, j'ai eu plein d'ennuis aux yeux, mais je ne vais pas raconter ma vie. Donc, je ne m'amuse pas trop à faire ça, mais quand on est en congrès aux États-Unis, dans notre groupement de mentalistes, vous savez qu'on a un groupement international, il y en a deux plus exactement, qui n'ont rien à voir avec les petits machins en France, c'est vraiment des groupements internationaux, on est 180 dans le monde entre les deux groupes, et ça fait vraiment très peu. On est deux à être francophones, pour vous donner une idée, et l'autre n'est pas professionnel. C'est un passionné, mais je lui dis bonjour, il se reconnaîtra. C'est un francophone aussi, on n'est que deux, voilà, on est 180 dans le monde. Donc, on a des concours, et le soir, ceux qui ne sont pas en train de draguer les serveuses, et les réceptionnistes, ils font des concours de pupilles. Et le concours de pupilles, ça consiste à en ouvrir une, fermer l'autre, etc., 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 etc. Bon, je l'ai vu de mes yeux, et j'ai même 2-3 amis qui sont des spécialistes de ça. Ça se contrôle. Donc, ne croyez pas que la dilatation de pupille soit forcément vraie. L'autre énorme faux positif, et même c'est presque une légende urbaine, c'est même souvent l'inverse. C'est les gens qui pensent que parce qu'on vous regarde dans les yeux, eh bien c'est vrai. Ça, c'est billevesée et croyance totalement absurde. Je dirais même au contraire, quelqu'un qui a un regard fixe, qui vous regarde bien dans les yeux, c'est souvent qu'il est en train de vous débiter un mensonge appris par cœur. Parce que tout simplement, il change son comportement. Voilà. Vous n'avez pas, dans une conversation, vous ne passez pas 4 minutes à regarder la personne dans les yeux, ou alors vous prenez pour le serpent dans le livre de la jungle. Et confiance. Voilà. Non. Quand la personne se met droit et vous regarde droit dans les yeux, on va dire, il était franc, il m'a regardé droit dans les yeux. Il n'a pas dévié le regard. Arrêtez de vous faire avoir avec ça. Ça, c'est typiquement un faux positif. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Donc, vous évitez les faux positifs, vous évitez les faux négatifs. Vous apprenez à calibrer. Chaque personne a des comportements qui sont les siens. Vous devez apprendre à connaître votre interlocuteur. C'est pour ça qu'un commercial ne rentre jamais pour vendre sa soupe, ses produits, sa pub, sa régie pub, c'est ceci ou c'est cela. Il rentre jamais dans le bureau d'un patron d'entreprise ou d'un client en lui collant le contrat sur la table, lui disant vas-y signe. S'il a un entretien de 1 heure, il va y avoir 50 minutes où il va prendre le temps d'établir le contact, le rapport, etc., où il va glisser progressivement le produit. D'abord, ça crée le rapport, surtout il étudie son client, comment il réagit. Et c'est qu'après qu'il amène le produit et qu'il amène à essayer d'avoir sa signature. Ce n'est pas dans les quelques premières minutes. On doit apprendre à connaître une personne pour pouvoir interpréter ses gestes. C'est extrêmement important. Tous ceux qui vous vendent des méthodes magiques avec des
choses magiques, des grilles gigantesques comme ça que vous devez apprendre par cœur au long de 15 ou 20 stages. Économisez votre argent, faites autre chose avec de plus intéressant, aidez la planète, donnez-le à des associations environnementales, donnez-les pour sauver les hérissons, mais ne les gaspillez pas là-dedans. Le seul intérêt de ces stages qui prennent 20, 30, 40, 50 jours, 100 jours avec des grilles, ça n'a aucun intérêt si ce n'est celui de vous apprendre à observer. Mais oubliez les grilles. Si ça a notre intérêt, c'est de rapporter beaucoup d'argent à ceux qui les font. Donc économisez, aidez l'environnement, aidez les hérissons, aidez les petites bêtes, enfin, ou buvez-le si vous trouvez plaisir, ou achetez-vous des livres, mais ne gaspillez pas votre argent. Apprenez à observer, c'est suffisant. Voilà. Parce qu'on me dira ce qu'on veut, mais avant qu'on arrive à me convaincre que parce que la personne me parle, qu'elle est comme ça veut pas dire, ça veut dire l'opposé, que si elle a le doigt un peu replié ou que si elle masque son petit doigt, oui, bon, pour l'instant, j'ai jamais vu quoi que ce soit qui m'a convaincu dans ce domaine. Et d'ailleurs, vous remarquerez très souvent que toutes les démonstrations que font ces gens qui, soi-disant, interprètent le moindre petit tressaillement de l'ongle invisible du doigt ou le pouce qui bougerait un peu, tous les gens qui interprètent ça le font toujours a posteriori. C'est-à-dire qu'il est facile de prendre une vidéo qu'on a déjà vue, où on sait où la personne va, d'où elle part et où elle va, et on a eu le temps d'évaluer, et en y revenant après, montrer que là, il s'est un peu gratté le nez, là, il s'est froncé le sourcil. Une personne, elle émet des milliers de micro-comportements. D'accord? Donc la vraie difficulté, c'est en temps réel de savoir lesquels choisir. On va revenir là-dessus. Donc vous verrez que la plupart des démonstrations de gens qui vous détectent les mensonges par des grilles, en veux-tu, en voilà, qui prennent des heures ou des journées ou des mois à apprendre et qui ne servent à rien, ils analysent toujours a posteriori. Ce qui est relativement facile. C'est un peu comme quelqu'un qui apprendrait à tirer sur une cible et qui tirerait dans le vide, qui irait après placer la cible exactement là où il a tiré. C'est aussi simple que ça. Donc c'est facile a posteriori de vouloir faire dire tout et son contraire. Je me suis amusé, moi, avec des clients m'avaient proposé un contrat à une époque pour faire justement de l'interprétation. C'était pour un laboratoire pharmaceutique. Et je leur ai montré qu'à partir de la même vidéo, on pouvait trouver les signes qui disent X et les signes qui disent Y autant. On peut dire tout et son contraire quand on interprète a posteriori. Par contre, interpréter en temps réel et savoir en temps réel s'il y a mensonge, vérité, etc., c'est beaucoup plus difficile. Et là, ça demande des techniques simples. C'est des techniques efficaces. Et pas se perdre dans des milliards de grilles qui ne servent strictement à rien. Ça demande des techniques efficaces, et on va en voir quelques-unes, et vous verrez que ça reste, ça tient dans une feuille comme ça. Toute l'interprétation des micro-comportements pour détecter le mensonge, ça tient dans une feuille A4. Hein. On peut en dériver des centaines d'heures de stage, mais ça tient dans une feuille A4. Parce que ces techniques-là doivent être simples, efficaces. Elles doivent être dans votre tête immédiatement. Il ne faut pas que vous ayez à rechercher mille et un souvenirs de il avait le petit doigt là, il avait les pieds. D'ailleurs, je vais vous dire un truc qui est vachement drôle. En formation, en niveau 1, en technicien, on consacre tout un week-end à les entraîner à détecter les intentions, les mensonges. On travaille sur tout un week-end en hypersensoriel. Voilà. C'est le troisième, je crois, ou je crois que c'est le troisième week-end. Ou le deuxième, quand on fait des 3 et 3 et 3, enfin, c'est pas très grave. On travaille là-dessus. Et parmi les exercices, eh bien, il y a une personne qui vient raconter une histoire qui est vraie ou fausse. Il choisit, personne ne le sait, il n'y a que lui qui le sait. Et là, en face, il y a des témoins. Et ils vont se concerter après, une fois que la personne n'est pas là, pour savoir si ce qui a été dit par l'élève est vrai ou faux. Donc, un groupe d'élèves qui est témoin et un élève qui raconte soit une craque, soit quelque chose de vrai de sa vie. Il raconte ça pendant 5-10 minutes et puis il repart. Eh bien, je vous le donne en mille. Tous ceux qui ont fait des stages, même à des niveaux assez élevés de maîtrise, en détection de mensonges, en ciné-argot, etc., ils se plantent tous parce qu'ils ont tout intellectualisé. Et celui ou celle qui arrive avec son bon sens, quelques règles très simples, il tombe juste, allez, 8 fois sur 10. Ceux qui ont fait des stages, qui travaillent ça, j'en ai vu qui travaillent depuis 2 ans, 3 ans ce truc, qui passaient leur maîtrise, qui faisaient un machin, leur mémoire, zéro. Chaque fois, ils sont faux. Ils intellectualisent tout et au final, ils perdent l'essence de la chose, c'est-à-dire la pensée intuitive.
Ils en font une espèce de fast-food intellectuel et ils se plantent complètement. Donc, on va voir tout à l'heure, hein, ça va arriver, quelques règles très simples. Je vous dis, je le mettrai, je pense, sur le groupe sous forme d'un petit post. Et vous verrez, ça tient dans une feuille A4 parce que ça doit être simple, efficace. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses dans ce domaine doivent être simples et efficaces. Ce n'est pas la peine d'avoir des méthodes extrêmement compliquées parce que à 90%, dans 90% des cas, vous pouvez résoudre en psychologie, en interprétation, 90% du temps, au moins, vous pouvez résoudre ça avec une petite liste comme ça. Après, les 5-10% qui restent, effectivement, sont beaucoup plus complexes. Et eux demandent beaucoup plus d'études. Mais est-ce que vous avez envie d'investir tout ce temps? J'allais 9 fois sur 10, pour ne pas dire 9 fois et demi sur 10, des règles de base simples vous suffiront. On va les voir tout à l'heure. Mais le point le plus important, une fois que vous avez compris qu'il n'y a pas de geste universel pour mentir, quand vous avez compris que toute modification de comportement de votre personne indique qu'il y a une modification intérieure, est-ce qu'elle a une émotion différente, un état différent parmi les 7, 9, les 5 de base et en globalement les 9 émotions, hein, la colère, la joie, etc. etc., etc. Bon. Il n'y en a pas 50, hein. Il y en a 5 de base et 9 en tout globalement, quand on fait les petits détails autour. Bon, on le mettra sur le groupe, ça. Vous pouvez le trouver, hein, sur les études sur les émotions. Il y a changement. Quand vous avez compris ça, quand vous avez compris que chaque personne est différente, que vous avez besoin de les calibrer, il vous reste à comprendre un truc. L'environnement qui joue vachement. Parce que ça, c'est toujours très drôle. Quand je dis oui, mais tous ces stages avec ces grilles ne servent à rien, on me dit oui, mais c'est vachement important. Je dis oui, mais l'environnement. Ah oui, mais alors, il faut prendre en compte l'environnement. En gros, on vous apprend pendant des années des grilles en vous disant oui, mais elles seront vraies à condition que l'environnement ne soit pas spécial. Ben oui, mais l'environnement est spécial la plupart du temps. Votre client ou votre interlocuteur, il a mal dormi, il a une mauvaise humeur, il a mal au dos, etc. Il a envie de faire pipi, il a faim. Ah, c'est l'environnement, ça change tout. Donc, c'est pour apprendre un truc qui marche 5% du temps, parce que 95% du temps, l'environnement change tout, économiser. Voilà. Donc, l'environnement change tout. Le cadre aussi de la personne, est-ce qu'elle est dans un cadre personnel, intime, social, professionnel? Voilà. Ce ne sera pas la même chose non plus. Et enfin, la dernière règle, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne émet un signe de mensonge ou un signe de sincérité que ça veut dire qu'elle est sincère ou qu'elle ment. Vous devez repérer des faisceaux convergents, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plusieurs éclairages qui vous disent là, il y a un signe, là, il y en a un autre, là, il y en a un autre. Et c'est à partir de là seulement que vous pouvez commencer à mettre en doute ou alors penser à de la sincérité. Mais le but va être plutôt de creuser. De creuser. Donc vous repérez des moments réguliers où la personne elle change de comportement et vous recreusez. Vous passez à autre chose, puis vous revenez. Et si quand vous revenez sur ce même sujet, à nouveau, elle a un changement comportemental, eh ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Et c'est un peu comme ça que fonctionnent les détecteurs de mensonges de la première génération, qui se contentent de mesurer des réactions de peau, de battement cardiaque, de respiration, de perméabilité électrique, donc de sudation de la peau, et qui voient qu'il y a des gros changements. Donc, ils vous balancent des questions, ils voient qu'il y a une réaction, ils repassent à un autre sujet, ils vous rebalancent des questions sur un autre angle, ils voient à nouveau, on sait qu'on doit creuser là. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est les premières générations. Les deuxièmes, je en parle dans un article, là, je vous mettrai l'article sur Facebook, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine, pour ne pas faire trop de posts tout le temps. Mais il y a 2-3 articles que j'ai écrits là, qui ont été publiés en fin août sur ça, justement. Donc, je vous les mettrai sur Facebook d'ici à une semaine ou deux. Et ben, les nouveaux détecteurs, nouvelle génération de mensonges sont beaucoup plus performants parce qu'ils travaillent au niveau du cerveau et ils voient quelles sont les réactions au niveau de votre cerveau. Et là, c'est quand même beaucoup plus difficile à contourner. Ou alors, il faut vraiment s'entraîner. En gros, il faut toujours, c'est la technologie, hein, elle doit toujours avoir un temps d'avance sur les gens sur qui elles veulent travailler. Donc il y a des suspects, ils connaissent ces anciennes méthodes des détecteurs, ils ont travaillé pour. Il y a beaucoup de grosses sectes qui ont carrément des milices qui s'entraînent à subir les détecteurs de mensonges. Je ne donnerai pas de nom de ces sectes-là, mais il n'y en a pas 50 des grosses sectes. Et ils s'entraînent dans leur milice à subir des interrogatoires avec des détecteurs de mensonges de première génération. Maintenant, on est au détecteur de deuxième génération, c'est donc déjà pas mal. Voilà. Donc, vous vous rappelez qu'il faut chercher un faisceau convergent qui va vous dire, tiens, c'est là
où je dois creuser. Donc, maintenant, je vais prendre ma petite liste, comme ça je suis sûr de tous les avoir pour vous et de ne pas en oublier. Et je vais vous donner une petite liste de petites choses à repérer. Je vous laisse peut-être 1 ou 2 secondes pour prendre un crayon. Voilà, mais vous les retrouverez, pour ceux du groupe, vous les retrouverez, je pense, assez rapidement dans un post pour le groupe. Alors, avant de vous donner ces petits gestes, je vais d'abord vous donner, c'est vrai, j'avais oublié, je viens de le voir, avoir un coup d'œil sur ma fiche, la hiérarchie, parce que ce n'est pas égal. Rien n'est égal dans l'importance qu'il faut lui accorder. Et il y a une forme de hiérarchie. Il y a des choses qu'on va regarder qui vont l'emporter sur autre chose. Et je vous donne cette hiérarchie qui est extrêmement importante. Et vous verrez que la plupart du temps, lorsqu'on se fait avoir, et dans les formations, ils se font avoir là-dessus, c'est quand la hiérarchie est inversée. Le plus important, lorsque vous êtes face à quelqu'un, la première des choses, ce qui l'emporte sur tout, ça va être votre instinct, votre impression immédiate, votre instinct, ce qu'on appelle le blink, ce qui se passe avant qu'on ait fermé les yeux, parce qu'en anglais, fermer les yeux, ça dit to blink. Donc, c'est quelques secondes avant le premier clignement d'œil, eh ben, ça va vous donner une information extrêmement précieuse. C'est votre instinct, c'est un mélange de pensée intuitive et d'intuition. Eh ben ça doit l'emporter sur tout. Voilà. Deuxième dans la hiérarchie, c'est tout ce qui est micro et macro mouvement. Voilà. C'est à ce niveau-là, le micro-macro mouvement. Vous les mettez. Donc, c'est quand même assez haut. Voilà. Donc, vous observez les petits changements, etc., etc., etc. Et là, en fonction de ça, eh bien, vous savez ce que vous pouvez ou pas, si vous pouvez ou pas faire confiance à votre interlocuteur, interlocutrice. En dessous, moins important, mais quand même important, c'est le discours. Mais pas le contenu du discours. C'est le contenant du discours. C'est-à-dire, comment est-ce que la personne articule ses phrases, en positif, en négatif? Est-ce qu'elle a des opérateurs modaux, par exemple, de devoir, pouvoir, falloir? Il faut, je peux, je dois. Voilà, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui dit toujours, donc devoir, falloir, pouvoir, au négatif ou au positif. Est-ce qu'elle fait des phrases longues ou courtes, des phrases avec des mots simples ou compliqués? En gros, quelle est sa structure linguistique habituelle? Et comment est la structure linguistique de ce qu'elle vous dit au moment où vous voulez savoir si c'est vrai ou pas. Donc, on dira le contenant du message. Et en dernier, le moins important, c'est le contenu, c'est-à-dire l'histoire. Et très souvent, vous vous faites balader comme des bleus parce que dans ce contenu, on vous met de l'émotionnel. Et là, en veux-tu, en voilà, c'est parti. En gros, c'est la hiérarchie inverse. Vous avez bien ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait au départ, mais la personne a déclenché une telle émotion chez vous que finalement, vous vous retrouvez tout bêtement à le croire, alors que vous auriez dû faire l'inverse, privilégier votre impression première. Alors en général, on a la logique qui est moins forte que l'émotion et qui est moins forte que l'aspect reptilien du cerveau. C'est-à-dire on peut aussi déclencher des réactions reptiliennes dans le cerveau. C'est tout ce qui est neuromarketing, neurovente. Le mot neuro fait souvent appel aux fonctions primordiales et premières du cerveau au niveau reptilien. Donc dès qu'on fait du neuromarketing, de la neurovente, c'est qu'on travaille sur des formulations, des types de contenus et de contenants qui vont activer vos réactions reptiliennes. Ah, c'est plus difficile à gérer. Et on pourra en parler à l'occasion, mais il y a un petit truc pour éviter, c'est qu'on ne peut pas éviter. Un truc pour éviter, c'est de savoir qu'on ne peut pas éviter les réactions reptiliennes. Par contre, lorsqu'on les connaît, on peut les relativiser. En gros, on ne peut pas s'empêcher de réagir aux réactions reptiliennes parce que c'est au-delà de la volonté. En revanche, si on connaît ce mode de fonctionnement, on peut analyser sa propre réaction quasiment dans l'immédiateté, juste après avoir eu cette réaction, et comprendre qu'on a été manipulé en termes de reptilien. Voilà, c'est la seule manière de le faire. Autant au niveau émotionnel, on peut voir que la personne agit sur notre émotion et qu'elle est au niveau du limbique, et le cerveau limbique, donc c'est quand même le cerveau des choix. Donc vous avez la possibilité de contrôler, il y a une forme de volonté à ce niveau, même si la vraie volonté, elle est au niveau frontal et préfrontal, hein, mais il y a quand même un choix de rentrer ou pas, il y a une dualité, vous pouvez aller dans le oui ou le non. Alors que le
le cerveau reptilien, c'est comme un interrupteur. Si on appuie assez dessus, qu'il veuille ou pas, l'interrupteur, il s'enclenche. C'est automatique. C'est comme un bouton pression qui a une résistance qui est X. Si on appuie avec pas assez de force, eh ben, il ne se passe rien. Si on appuie avec assez de force, le bouton s'enclenche. C'est comme ça le reptilien, et c'est au-delà de votre volonté. Hein, vous ne pouvez pas le maîtriser. Par contre, vous pouvez comprendre et connaître vos réactions reptiliennes, et à partir de là, savoir que vous avez réagi comme ça, vous n'avez pas pu vous empêcher, mais c'était reptilien. Donc, vous pouvez revenir dessus et comprendre comment vous avez été volontairement ou involontairement manipulé par votre reptilien. Voilà. Et donc, savoir si l'autre l'a fait volontairement, est-ce qu'il a fait de la neuromanipulation ou est-ce qu'il y est arrivé involontairement. Voilà, c'est assez important de comprendre ça. Vous avez le droit de revenir sur quelque chose que vous avez dit, vous avez le droit de revenir sur une décision que vous avez prise. Ça, c'est typiquement l'effet de gel. Beaucoup de manipulations se passent là-dessus. On fera peut-être un live sur les techniques de manipulation à l'occasion, pied dans la porte, effet de gel, etc. L'effet de gel, c'est quand on ne veut pas remettre en cause nos propres décisions précédentes, ou alors ce qu'on appelle la loi de la dépense engagée. Et ça demanderait vraiment un live complet là-dessus. On fera peut-être de l'extrasensoriel la fois prochaine et on reviendra sur du plus psycho une fois d'après. Voilà. Donc vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit lorsque vous sentez qu'une réaction a été automatique chez vous, de répulsion ou d'attraction, et vous avez le droit de vous dire, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'analyse, je me suis auto-manipulé, j'ai été manipulé par mon reptilien, donc je peux revenir dessus. Voilà. Ça, c'est primordial à savoir. Donc, vous vous rappelez la hiérarchie. En premier, la pensée intuitive et l'instinct, la première impression que vous avez sur ce que vous dit votre interlocuteur ou cutrice. En dessous, micro-macro comportement. En dessous, vous avez le contenant du discours, la structure linguistique. Et en dernier, le moins important, c'est le contenu. Voilà, rappelez-vous de ça. Et là, vous allez gagner beaucoup de temps. Maintenant, on va revenir aux petits gestes. Et pour ça, par contre, je vais être obligé de prendre ma fiche. Alors, pour que ceux qui ont leur stylo et qui ne sont pas dans le groupe ou qui veulent l'avoir déjà dès maintenant pour tester, voilà. Alors, le premier qui est très intéressant à repérer, attention, ces signes ne veulent pas forcément dire que votre interlocuteur ou cutrice vous ment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut le repérer. Alors, par exemple, ça. Voilà, pas forcément la bouche, là. Ici. Ce qu'on appelle le face touching. Touchage de visage. Touchage, c'est pas très beau. Le face touching, comme ça. Ou alors l'automassage. Voilà. Je le fais à la hauteur pour que vous voyez. Hein, voilà. Quand ça se déclenche, ça signifie qu'il se passe quelque chose. Parmi les automassages, un classique, je ne peux pas vous le montrer là, mais c'est le frottage de cuisses. Les gens qui se frottent beaucoup les cuisses comme ça quand ils commencent à parler. Voilà. Un autre très rigolo dans ce sens-là, c'est la personne qui vous dit, bon, là, maintenant, sérieusement, je vais te dire que... Alors, laissez pas passer quand on vous dit, bon, là, sincèrement, tout de suite, vous dites, ah bon, parce qu'avant, c'était pas sincère? Vous allez voir, ça c'est une rupture de pattern, une interruption. C'est rigolo. Et là, vous voyez tout de suite comment la personne réagit. Mais ça fait partie des méthodes. On va les voir dans une minute. Mais j'en parlais parce que c'est souvent les gens qui commencent à faire ça pour se lancer à dire quelque chose. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils mentent. Ça veut dire qu'il se passe un changement interne. Ça va être à vous de calibrer. Calibrer, ça veut dire évaluer, comprendre. Calibrer, dans ce cas-là, ça veut dire associer un comportement à une émotion. Voilà. Donc, vous allez calibrer, comprendre que quand il fait ça, ça veut dire qu'il est dans telle émotion ou tel changement. Alors oui, le fameux truc PNL, les yeux à droite, les yeux vers le haut, les yeux à gauche, comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout le temps. Voilà. Ça marche 30% du temps. C'est pas suffisant. 30% du temps, c'est pas suffisant. Oui, effectivement, il y a deux zones d'accès mental auxquelles on peut avoir, la zone de mémoire et la zone de construction. C'est vrai que quand on fait appel à de la mémorisation, on se rappelle une notion qu'on connaît, c'est différent de quand on la construit. Mais ce n'est pas parce qu'on la construit qu'elle est fausse, et ce n'est pas parce qu'on s'en rappelle qu'elle est vraie. Souvent on dit, quand la personne est en construction, c'est qu'il fait un mensonge, quand il est en rappel, c'est qu'il est vrai. Non, il peut avoir préparé son mensonge. Donc il se rappelle de son mensonge.
Ou alors, il est en train de construire, parce qu'il ne s'attendait pas à la question, donc il construit sa phrase. Il met ces données ensemble de manière à vous apporter une réponse vraie. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est que selon qu'on oriente, vous savez, ces petits mouvements des yeux qu'on fait comme ça à des moments quand on parle, il y a un côté, effectivement, qui est associé à la personne, à la mémoire, et un autre à la construction. Ça, c'est quand même relativement vrai. 60%, 70% du temps, c'est vrai. En revanche, il n'y a pas un côté mémoire et un côté construction vrai pour tout le monde. Chez certains, la mémoire, c'est là. Chez certains, la mémoire, c'est là. Alors déjà, ça marche 70% du temps. Et en plus, c'est vrai une fois sur deux. Donc, vous êtes à 30%, 30, 35%. Donc, ne vous y fiez pas avant d'avoir calibré. C'est un truc qui était joli, mais en neuro-imaging, on a vu que c'était totalement faux. Ce qui est intéressant, c'est que la PNL a montré que 65-70% de tous ces principes étaient totalement faux. Par contre, les 30% qui restent sont vrais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 30% de vrai dans une discipline, c'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop taper sur la PNL, parce que ça a apporté des choses extrêmement intéressantes. Je vous dis, 70% c'est du pipeau. Les auteurs eux-mêmes le reconnaissaient, hein, Bandler et Grinder reconnaissaient eux-mêmes, et le neuroimaging, la cartographie cérébrale le montre. Mais par contre, il y a un bon petit 25-30 qui est quand même utilisable, hein, qui sont intéressants. Donc, on tape pas trop, on tape pas trop dessus. Pour une fois, je tape pas trop fort. Voilà. Donc, on en était à des signes qui indiquent potentiellement un mensonge, en tout cas un changement d'état. C'est le fameux fast twitching, comme ça, là, voilà, et l'automassage. Ça, c'est le premier à repérer. Quand vous repérez ça, notez, tiens, il fait ça à ce moment-là. Attendez un peu, revenez sur le sujet, voyez s'il y a toujours ça chez la personne. Le deuxième va être, c'est un peu la suite, c'est la dissimulation. Quand la personne commence à dissimuler sa bouche, voilà, qui dissimule ses yeux, qu'elle parle comme ça, comme si elle n'osait pas parler, qu'elle ne veut pas mentir. On part du principe, et là aussi c'est une aberration totale, on vous dit quand la personne dissimule sa bouche, c'est toujours qu'elle ment, parce que la personne n'est pas en accord avec elle-même quand elle ment. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui mentent énormément en étant totalement en accord avec eux-mêmes, parce que le mensonge fait partie de leur éthique. Je vous rappelle que la morale est globale, que l'éthique est personnelle. Ça n'a rien à voir. On peut avoir une éthique totalement amorale et une morale totalement à l'inverse de notre propre éthique. L'éthique est personnelle. Donc une personne, dans son éthique, elle peut considérer que mentir est normal, parce qu'elle n'appartient pas à la même ethnie que vous, parce qu'elle se considère supérieure ou inférieure, parce qu'elle considère que sa situation professionnelle, situation de vie, etc., nécessite le mensonge. Il peut être tout à fait en accord avec ces mensonges, et il ne simulera pas la bouche pour cacher la honte qu'il aurait à mentir. Ça, c'est des conneries monumentales. En revanche, quand une personne parle et que d'un seul coup, elle se cache la bouche, à signaler. À l'inverse, l'exhibition des mains, regarde, je te dis la vérité, le toucher du cœur sur la tête de ma mère, c'est vrai, ça aussi, c'est complètement simulé. C'est parce qu'on vous montre les paumes des mains que ça veut dire que la personne est vraie. Ça, c'est une vieille légende qui vient de l'époque où on montrait ces paumes de main pour montrer qu'on n'était pas armé. Dans un salut, par exemple, où on arrivait en montrant ses pommes de main à la personne, à son interlocuteur, pour montrer qu'on ne dissimulait pas une petite lame ou quoi que ce soit. Et il est resté cette espèce de légende urbaine, comme quoi quand on montrait ses pommes, on disait vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a complètement faux. Il y a des modes de communication où les gens sont très exubérants, ouvrent les bras, ouvrent les pommes, se touchent le cœur, et ils vous mentent comme des arracheurs de dents, des arracheurs dehors aussi. Donc, ne vous fiez pas à ça. Donc, une dissimulation, la personne qui commence à dissimuler ses mains sous la table, qui dissimule dans sa veste, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. À vous de repérer. Ce n'est pas forcément un mensonge, mais il y a anguille sous roche. Voilà. La voix. Dès qu'il y a changement de rythme, rapide à lent, lent à rapide. Changement de tonalité de voix, par exemple, souvent parce que la respiration. La tonalité de la voix augmente quand on veut accélérer le message, ou alors quand on a un stress ou qu'on se calme volontairement parce que ça fait descendre ou monter la respiration. Parce que quand on veut se calmer, on agit sur la respiration. Pour se calmer, on pose la respiration et automatiquement elle devient plus abdominale. Donc la voix devient plus grave. Et quand on est un peu stressé, que ça monte, on presse et la voix devient plus claviculaire, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la voix,
son rythme, sa tonalité. Alors bien évidemment, le contenu du message. Hein. Ça, c'est des choses à repérer. Et ça marche très bien au téléphone, parce que vous verrez qu'au téléphone, les gens, parce qu'ils pensent ne pas être vus, eh ben, pensent que vous ne pouvez pas détecter. Alors qu'au contraire, c'est, j'allais dire, presque plus facile. Je sais qu'en formation, aussi bien qu'en conférence ou en démonstration, quand je fais des shows, des conférences, je préfère, pour faire mes démonstrations de détection de mensonges, par exemple, j'en ai fait une série à Dijon là, il y a quelques jours, c'était très rigolo, parce que ça a vraiment épaté les gens que je me retourne et ils ne se rendent pas compte qu'en se retournant, parce que l'autre pense qu'il n'est pas vu, eh ben, il peut tout faire. Eh ben, je vous garantis qu'avec l'oreille, on entend très bien des changements. Et je dis souvent aux élèves, on voit mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. Et ça fait partie de ça. Donc, au téléphone, les gens ne se méfient pas parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on se rend compte qu'ils bougent, qu'ils changent d'oreille, ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça qu'on demande aux standardistes d'apprendre à sourire et de toujours sourire au téléphone, parce qu'on vous dira qu'au téléphone, le sourire s'entend. Et c'est vrai. Donc, la voix. Ensuite, bien entendu, le contenu du discours, ça on l'a déjà étudié, on a vu. Il va y avoir après la respiration. On la voit. Repérer le rythme respiratoire. Vous pouvez repérer aussi l'odeur de la respiration. Voilà. Parce que les personnes qui sont inquiètes peuvent sécréter de l'adrénaline, des hormones de stress, et ça peut agir sur leur haleine, ça peut agir sur leur odeur corporelle, qui d'un seul coup change. C'est à repérer. Et sachez que inconsciemment on le repère, parce que les nerfs olfactifs sont les seuls à être reliés aux reptiliens directement. Donc on repère ça automatiquement. Ensuite, il y a le discours. Et le discours, vous avez typiquement, bon alors je sais que mon confrère et ami Patrick Jane le faisait régulièrement, mais son modèle était Colombo. Vous vous rappelez tous de Colombo, enfin je pense, génération, peut-être pas tout le monde, mais même maintenant en streaming, on regarde Colombo. Colombo, il avait quand même un truc quand même qui était top, c'est qu'il allait poser les questions les plus débiles, les plus absurdes en parlant de son chien, qui au demeurant était très drôle, et de sa femme, pendant des heures aux criminels, parce que rappelez-vous que c'était la seule série où on connaissait le criminel au début. C'était pas tout à fait la seule. Je crois qu'il y en avait une bien avant, mais c'est la seule qui a vraiment popularisé cette approche-là. Et donc, on voyait comment le criminel se défendait, parce que c'était ça. Globalement, Colombo, c'était ça, voir. Première partie, on voyait le crime, on savait qui c'était, et on voyait le jeu de chat à la souris un petit peu de l'autre côté du miroir. Ça qui a rendu cette série si passionnante. Et justement, que faisait notre bon inspecteur? Eh bien, il posait des questions sans queue ni tête, sans intérêt aucun, qui étaient totalement à l'autre bout de ce qui l'intéressait. Et le criminel, pas la victime, elle était sur ses gardes, donc elle était vachement vigilante, comme ça. Et puis il s'en allait. Et puis là, on voyait, l'autre, il était à son bureau, il faisait... Et bien, ce coup, l'autre, il ouvrait la porte, et bam, il lui mettait la question qui tue en plein dans la tronche. Et il voyait la réaction immédiate. Ça, c'est une très bonne technique pour travailler sur les menteurs. Et regardez, si vous regardez Patrick Jane, vous verrez que régulièrement, il va poser des questions complètement incongrues en disant, mais je sais, c'est vous qui l'avez tué, votre mari, parce que vous avez un amant. Et vrai ou faux, il regarde la réponse immédiate à une question auquel elle ne s'attend pas ou il ne s'attend pas, et il va se faire une idée immédiate. Alors bien entendu, il y aura Lisbonne qui va derrière dire, mais non, c'est un consultant, qu'est-ce qui vous prend quand vous parlez comme ça? Et ça y est, c'est fait son idée. Il a vu tout de suite, parce que ça ne ment pas, ça trahit, ça trahit complètement, ça ne ment plus. D'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo qu'on a fait avec Jimmy, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous la verrez sur mon YouTube, on a décrypté justement une scène du mentaliste pendant une bonne heure, et on a bien rigolé. Voilà. Ensuite, vous allez voir les tels. Que sont les tels? Les tels, c'est un terme qui est dérivé du vocabulaire des joueurs de poker. Le tel, c'est quelque chose qui tell something. Ça veut dire quelque chose qui dit. C'est le petit geste. Et ça montre bien que chacun va avoir ses tels. C'est son micro-comportement qui va le trahir quand il a une canne flush, quand il a un bon jeu, quand il a un mauvais jeu, quand il bluffe. Il va avoir une petite tension dans le cou, un petit raclement de gorge, un changement respiratoire, qui sera propre à chacun. Et ce qu'on appelle le tel, c'est ça, le signaling, ce qui nous signale quelque chose. On verra peut-être plus tard qu'en hypno, le signaling veut dire autre chose. On peut s'en servir pour autre chose. Mais dans ce cas-là, c'est ça. C'est un petit geste qui indique qu'il se passe quelque chose et qui est propre à chacun. Et que les joueurs de poker apprennent à repérer. C'est souvent le coup, parce qu'ils mettent souvent des lunettes de soleil, d'abord parce que comme ça, ils peuvent se la péter, avec un chapeau s'ils sont aux États-Unis. Mais derrière, il reste toujours ce visage. Ils ne vont quand même pas jouer en cagoule.
en tenue d'astronaute. Ça ne se fait pas. Il y aurait un reflet en plus avec une tenue d'astronaute. Donc, il y a ces petits tels. Et on peut simuler son tel. Quand on prend conscience de son propre tel, ou de ses propres micro-mouvements, et qu'on sait que l'adversaire les a repérés, on peut essayer soi-même de se les simuler. Et les joueurs de poker font ça. Il vient d'avoir une main avec un carré ou un brelan, parce que c'est quand même rare d'avoir des carrés comme ça, et ils ne veulent pas émettre leur tel de j'ai un super jeu, ils veulent au contraire émettre un tel de j'ai le jeu le plus pourri du monde et je vais faire un bluff. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tout le temps en train de regarder leurs cartes. Ils les regardent et hop, là, ils se mettent en tête un jeu. J'ai formé des joueurs au poker, c'est pour ça. Il faut une évocation mentale immédiatement d'un jeu pourri, en veux-tu, en voilà, pour que tous ces signaux de corps soient des signaux du jeu pourri et qu'on monte un bluff. Alors qu'en vérité, là, il y a un brelan, par exemple, qui est prêt. Donc, c'est comme s'ils oubliaient leur super jeu et qu'ils arrivent à se convaincre qu'ils sont en bluff. Et donc, leur corps parle comme tel. Voilà. C'était un des petits secrets. Voilà. Ensuite, les yeux, je vous l'ai dit, faites gaffe à ça, c'est des faux négatifs ou des faux positifs, hein, selon ce qu'on croit. Voilà. Ni le regard, ni la pupille. Oui, il y en a un qui est assez intéressant, c'est celui des deux muscles hémisphères là, qui se serrent. Vous avez des gens qui vous disent un truc et puis comme ça, voilà, qui serrent. Je sais pas si ça se voit en gros plan, mais on va dire les muscles hémisphères. Ça, souvent, c'est quelqu'un qui se retient de dire quelque chose. Ou alors ça peut être un tic. Peut-être que c'est quelqu'un qui bruxe toute la nuit. Enfin, bruxer, c'est avoir les dents qui se frottent comme ça toute la nuit. Mais souvent, une personne qui fait ses claques, ses muscles qui se serrent, c'est qu'elle ne veut pas dire quelque chose. C'est souvent des colères. C'est souvent pas forcément envers vous, mais c'est des colères rentrées très souvent. Une personne qui parle et qui fait ça, c'est qu'elle ou elle dit pas tout, ou alors elle a vraiment une vraie colère envers quelque chose, elle-même ou vous ou la situation. Donc soyez vigilants. Ça peut être aussi précurseur de gens qui peuvent péter d'un coup. J'aime pas trop les gens qui ont les mâchoires qui gonflent comme ça, comme des poissons rouges, parce que c'est ça couve, que le volcan il demande qu'à péter. Ça c'est un signe, c'est comme une petite soupape. Ça veut dire que pouf, pouf, voilà, prenez un peu de distance, demandez-vous, ça peut être un tic aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est jamais, c'est rarement bon signe quand c'est pas un tic. Et enfin, le dernier qui était à voir à ça, c'était le visage. Le visage typique, vous allez le retrouver, ça, vous allez le retrouver chez, on peut dire, ce qu'il y a de pire en mensonge, au-delà de la politique, c'est les banquiers. Alors ça, il n'y a pas pire. Je n'ai pas vu pire que les banquiers. Même les politiques arrivent à avoir un peu de sincérité à des moments, par égarement. Les banquiers en général, non. Ils ont typiquement le sourire de moitié de visage. Rappelez-vous qu'une vraie émotion prend tout le visage. Lorsqu'il y a une émotion que dans une partie du visage et pas dans le reste, elle est fausse. Et la typique, vous voulez observer ça, vous allez à la banque le midi, vous faites la queue, et là vous avez toujours des banquiers et des banquières qui prennent leur pause ou qui s'en vont. Et comme ils ne savent pas trop qui est client, qui ne l'est pas, qui est bon client, qui ne l'est pas, ils vont vous saluer avec leur sourire, leur faux sourire de banquier. Et là, c'est typique. Vous avez la bouche qui fait un sourire et le reste de leur tête qui vous envoie en général un mépris total et une fausseté absolue. Mais ils font un faux sourire. Il est vraiment, je le vois, ce sourire-là de banquier, je le vois très, c'est presque amusant de le voir. Surtout si vous faites là que dans une banque, à un endroit où c'est un petit peu, on va dire, un quartier un petit peu chic. Mon ancien bureau de consultation quand j'étais à Paris, quand je l'avais à Paris, était typiquement avenue Victor Hugo, qui est dans à quelques mètres de l'Arc de Triomphe, etc. Et là, sur la place Victor Hugo, il y a des banques. Et Victor Hugo, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, il y a beaucoup d'ambassades, etc. C'est le cœur du 16e. Voilà. Donc là, les banquiers, quand ils croisaient des gens dans la file, même mal habillés, ils ne savent pas du tout si c'est un bon client qui est relax et qui est vraiment un gros client de la banque, ou alors un non bon client de la banque. Donc, ils ne peuvent pas prendre le risque de ne pas le saluer. Et là, vous les voyez passer en farandole
avec leur sourire d'enfoiré, qui est juste comme ça, un moitié de sourire, et dès qu'ils ont dépassé le guichet, pom, ça retombe complètement. Observez-le ça. Vous verrez souvent ça. Je ne parle pas par contre des guichetiers dans plein de banques qui sont sympas, mais typiquement les banquiers qui vous reçoivent dans leur bureau quand ils vous croisent et qui ne savent pas si vous avez de l'argent, et donc si vous êtes potentiellement intéressant, ou si pour eux vous ne l'êtes pas, ils sont obligés de vous faire un sourire. Observez ces moitiés de sourire. Il n'y a pas un meilleur endroit, on va croire que j'aime pas les banquiers, je n'en ai rien à foutre des banquiers, mais il n'y a pas un meilleur endroit qui m'a permis d'observer ça. Même chez les politiques, on ne le voit pas. D'abord parce qu'ils ont quand même des émotions de temps en temps, ça leur arrive, parce que souvent les gens qui vont en politique ont des vraies émotions, des vraies valeurs. C'est après que le système les pourrit complètement. Alors que les banquiers, ils n'y vont pas pour ça. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont des valeurs, ils n'y vont pas parce qu'ils veulent changer des choses. Typiquement, pour avoir travaillé avec beaucoup de politiques, ils ont vraiment une vraie volonté de faire bouger les choses au départ. Et puis après, bon, ils sont coincés dans le système, on leur dit ferme ta gueule, ou tu manges au râtelier avec les autres, ou alors tu as un dossier et tu es viré, enfin, on fait en sorte que tu débarques. Donc, en gros, c'est ferme ta gueule et prends l'argent, et oublie tes valeurs. Alors que les banquiers, non, ils ne sont pas engagés du tout pour ça, ils n'ont pas besoin de valeurs, ils n'ont rien besoin. C'est pour ça que, allez dans les banques l'observer, vous allez voir. C'est comme un zoo, quelque part. Vous verrez ça et puis vous me faites un petit mot pour me dire « Ah, j'ai repéré ça chez mon banquier ». Vous allez voir, c'est vraiment typique. J'exagère pas du tout. Vous allez dire « C'est incroyable à quel point c'est vrai ». Allez-y entre midi et deux. Quand vous allez en croiser plein qui rentrent et qui sortent de leur entreprise criminelle. Là. Observez, voilà. Ensuite, dernière chose, c'est la réaction immédiate, mais on en a parlé. Lorsque vous amenez une question ou une information qui n'était pas du tout prévue et que la personne, boum, elle a le visage qui change ou qui bouge, prenez en compte ça. Ça, c'est fiable. C'est beaucoup plus fiable que tous les mystères, machin, les trucs, les conneries, comme ça. Voilà. Bon. Voilà. Oui, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire là-dessus. Alors, j'ai aussi une question. Certains m'ont dit, il paraît qu'il y a des boîtes avec les CD. Oui. Pour ceux qui ont plusieurs CD, qui ont commandé plusieurs CD, vous recevrez avec un petit étui au bout de 4, je crois que c'est au bout de 5 CD, vous recevez un petit étui avec les fiches pour tous les CD. Et vous pouvez tous les mettre dans un étui unique. C'est ça que vous avez vu et dont je ne parle pas forcément sur le site, etc. Certains m'ont posé la question parce qu'ils ont vu d'autres personnes qui l'avaient. Je vous rappelle qu'il m'en reste encore très peu parce que j'ai tout vidé à Dijon, où j'étais la semaine dernière, où c'était très sympathique. Si vous voulez faire vos bulles, pour faire vos bulles, là aussi elle m'a posé la question, pourtant je croyais l'avoir dit. Vous avez celui-là qui s'appelle Astral pour faire vos bulles, qui marche très très bien. Et vous avez aussi Mindwave 1, je ne l'ai pas là. Mindwave 1, Aquamind, voilà. Vous allez voir sur le site formationmentaliste.fr et vous trouverez de quoi les commander. Je ne peux pas voir vos messages en temps réel, mais je vais les lire. J'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à me laisser des messages. J'y réponds autant que je peux. Si je n'ai pas répondu le jour même, je réponds dès que je peux. C'est un plaisir de faire ce live avec vous. J'en vois là derrière qui sont encore en train déjà de taper, de s'inscrire au groupe. Je vous vois là derrière la caméra. Je vous retrouve normalement dans 15 jours pour un live. Peut-être aujourd'hui, je pense qu'il sera plus extrasensoriel, mais ça ne veut pas dire que pour l'actualité, je ne changerai pas. Peut-être que je ferai un live sur un autre sujet, on verra. Le sujet n'est pas fixé. Hein. Pensez à aller sur la chaîne YouTube de la formation et vous verrez le remote viewing, la projection à distance qu'ont fait les élèves sur Notre-Dame de Paris, qui est passé dans un magazine là, dont plusieurs personnes ont parlé. Vous allez voir ça, c'est top. Et pensez à vous inscrire sur le groupe et sur le site si vous voulez, et sur la newsletter pour pouvoir recevoir des dossiers gratuitement. Je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps, mais un peu plus court que d'habitude, je crois, non, comme d'hab. Voilà, c'est toujours un plaisir. À très bientôt, à dans 15 jours. Portez-vous bien parce que ce n'est pas les autres qui vont vous porter. Et rappelez-vous, pour que l'Amazonie arrête de brûler. Ah oui, ça, il faut que je vous dise ça. Ah, je suis désolé, je vais encore vous dire, vous tenir 3 minutes. Rappelez-vous que si vous voulez que les choses évoluent, vous rappelez-vous 3 lettres, 4 plus exactement. Il y a 4 lettres pour se rappeler que pour faire évoluer les choses. C'est A, B, C, D. Le A,
c'est pour activisme. L'activisme peut être pacifique parce que la violence, elle est que dans l'intention. Il y a une grève le 20 septembre, j'en parlerai sur mon Facebook, une grève pour l'environnement où on demande à tous les gens d'être en grève et d'aller défiler dans toutes les villes. J'en parlerai, je crois que c'est le 20 septembre de mémoire, ou le 21, ou ce sera sur le site, je crois que c'est le 20. Voilà. Peut-être même que ça se prolongera le 21. Donc activisme, on n'en est plus à l'ère de regarder bêtement les choses en disant on va être pacifique et tout se passera bien. Non, aujourd'hui, il faut agir si on veut que ça bouge, parce que sinon, ce n'est pas les autres qui agiront pour nous. C'est le A de l'activisme. Le B, c'est boycott. Boycott de toutes les merdes que les industriels nous font consommer, toutes les merdes qu'ils essayent de nous faire croire qu'il faut qu'on ait absolument et qui sont indispensables. Ce qui nous amène au C de consommation. Changer radicalement nos modes de consommation. C'est indispensable. Et croyez-moi que changer tous nos modes de consommation, c'est douloureux, très clairement. C'est vraiment lourd. C'est douloureux. Mais croyez-moi que ce n'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend si jamais on ne change pas nos modes de consommation. Voilà. Et le D, c'est pour décroissance. Le D de décroissance, c'est-à-dire décroître. Arrêtez de vouloir toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus de culture, toujours plus de surface cultivable, toujours moins cher. Décroissance. Petit producteur, petite consommation, optez pour la qualité plus que la quantité. On mange 3 fois trop. Décroissance. Et déjà, par exemple, comme je dis souvent, les beaux discours qui disent oui, mais on ne peut pas faire de la décroissance parce que ça mettrait des gens au chômage, etc. Eh bien, je ne savais pas qu'empoisonneur était un métier. Eh bien, si les empoisonneurs sont au chômage, ils feront autre chose. Donc, les pesticides, toutes ces saloperies, les abattoirs, etc., etc. Tout ça, ça doit s'arrêter. Et si vous pensez à A, B, C, D, ça ne sera pas facile. On va s'en prendre plein la gueule, sachez-le, vous, comme moi, je ne suis pas épargné, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend si on ne se bouge pas les fesses. Ouais, il fallait bien que je dise un truc avant de partir, hein, vous en doutiez. Voilà. Donc, je vous remercie, à très vite, à très bientôt, et sûrement dans 15 jours. Bye bye, merci.